Loi 38. Pensez librement, parlez sobrement. Principe. Si vous affichez des opinions à contre-courant, anticonformistes, peu orthodoxes, on pensera que vous vous croyez plus malin que les autres et que vous les prenez de haut, et l'on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants et sûrs qui apprécient votre originalité. Violation de la loi. Vers 478 avant Jésus-Christ, Sparte envoya en Perse une expédition conduite par le jeune aristocrate Pausanias. Les cités-États grecs avaient récemment repoussé une invasion perse. Le Spartiate Pausanias, soutenu par la marine athénienne, avait l'ordre de punir les envahisseurs et de reconquérir les îles et villes côtières sous occupation perse. Les Athéniens comme les Spartiates tenaient Pausanias en grande estime. Il avait prouvé son courage à la guerre, non sans un certain sens de la mise en scène. À une vitesse ahurissante, Pausanias et ses troupes prirent Chypre, puis fondirent sur l'Hellespont en Asie mineure et s'emparèrent de Byzance. Ayant conquis une partie de l'Empire perse, Pausanias avait certes de quoi être fier. Cependant, il se mit à le manifester de façon décidément outrancière. Il apparaissait en public dans de magnifiques robes perses, les cheveux pommadés et accompagné de gardes mèdes et égyptiens. Il organisait des orgies à la perse accompagnées de divertissements exotiques. Il cessa de voir ses anciens amis, prit contact avec le roi perse, Xerxès, et adopta des mœurs de satrape. Visiblement, le pouvoir et le succès lui montaient à la tête. Ses soldats, Athéniens et Spartiates réunis, pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'une fantaisie passagère. Il avait toujours été extravagant. Mais lorsqu'il afficha son mépris pour la frugalité grecque et insulta les soldats grecs, ils trouvèrent qu'il allait trop loin. Bien que personne n'en eût la preuve, la rumeur courut qu'il était passé à l'ennemi et qu'il rêvait de devenir une sorte de Xerxès grec. Afin d'écarter la possibilité d'une mutinerie, Sparte releva Pausanias de ses fonctions et le rappela au pays. Cependant, Pausanias continua à se vêtir à la Perse, même à Sparte. Au bout de quelques mois, il déclara à ses compatriotes son intention de poursuivre sa lutte contre les Perses, loua une trière sur ses deniers et retourna dans l'Hellespont. Mais il avait un autre plan, se rendre maître de toute la Grèce avec l'aide de Xerxès. Les Spartiates le déclarèrent ennemi public et envoyèrent un navire le capturer. Pausanias se rendit, certain de pouvoir se blanchir de l'accusation de trahison. On apprit néanmoins que, pendant son commandement, il avait manifesté du mépris pour ses compagnons grecs. Il avait ainsi consacré un monument commémoratif de la victoire de Platée sur les Mèdes en s'en attribuant tout le mérite, sans mentionner les cités d'où provenaient les combattants, comme l'aurait voulu l'usage grec. Pourtant, Pausanias s'en tira. Malgré la preuve de multiples contacts avec l'ennemi, les Spartiates refusèrent de jeter en prison un homme d'une telle naissance et finalement le libérèrent. Se croyant inattaquable, Pausanias envoya un messager à Xerxès pour lui proposer son alliance, mais le messager transmit la lettre aux autorités spartiates. Celles-ci voulurent en savoir plus. Elles ordonnèrent au messager de prendre rendez-vous avec Pausanias dans un temple athénare, où leur conversation pourrait être écoutée grâce à une chambre souterraine. Le discours de Pausanias le démasqua. Aussitôt, les magistrats décidèrent son arrestation. De retour à Sparte, Pausanias apprit ce qui s'était passé. Il courut à un autre temple pour y trouver asile, mais les autorités spartiates l'y emmurèrent et le laissèrent mourir de faim. Interprétation. Apparemment, Pausanias était simplement tombé amoureux d'une autre culture, phénomène vieux comme le monde. Peu à son aise avec l'ascétisme spartiate, il avait été charmé par l'amour perse du luxe et des plaisirs,
adopter les parures et les parfums perses avec un sentiment de libération. C'est ce qu'il se passe lorsque quelqu'un adopte des mœurs différentes de celles de sa culture d'origine. Cependant, il y a souvent autre chose en jeu. Celui qui affiche son intégration à une autre culture exprime mépris et dédain pour celle dont il est issu. Il se sert de ses apparences exotiques pour se distinguer du commun qui suit bêtement les lois et les coutumes locales et fait ainsi étalage d'un sentiment de supériorité. Si tel n'était pas le cas, il agirait avec plus de dignité, montrant du respect envers ceux qui ne partagent pas ses vues. Son besoin d'afficher sa différence le fait souvent détester de ceux qu'il remet en question, indirectement et avec subtilité peut-être, mais non sans agressivité. Pausanias, écrit Thucydide, qui jouissait déjà auparavant d'un grand prestige auprès des Grecs, à la suite de la victoire remportée sous son commandement à Platée, fut au comble de l'exaltation. Il se trouva désormais incapable de vivre plus longtemps en se conformant aux façons habituelles. Toutes les cultures ont des normes qui reflètent des millénaires de croyances et d'idéaux partagés. N'espérez pas vous détacher d'eux impunément. D'une façon ou d'une autre, vous en serez puni, ne serait-ce que par l'exclusion, position de totale impuissance. Nombre d'entre nous, comme Pausanias, sont attirés par le chant de sirènes exotiques. Mesurez et modérez ces désirs. Si vous manifestez trop d'attirance pour des opinions et des coutumes différentes de celles de vos compatriotes, cela peut être interprété comme une démonstration de mépris. Respect de la loi. À la fin du XVIe siècle, une violente réaction contre la réforme protestante éclata en Italie. La contre-réforme, comme on l'a appelée, comportait un bras séculier pour extirper toute déviance de l'Église. Parmi ses victimes, on compta Galilée et surtout le moine dominicain Tommaso Campanella, religieux et philosophe. Adhérant à la doctrine matérialiste du philosophe romain Épicure, Campanella ne croyait ni au miracle, ni au paradis, ni à l'enfer. Selon lui, l'Église encourageait de telles croyances pour contrôler le peuple par la peur. De telles idées conduisant tout droit à l'athéisme, il était imprudent de la part de Campanella de les exprimer. En 1593, l'Inquisition le jeta en prison pour hérésie. 6 ans plus tard, il fut libéré, mais assigné à résidence dans un monastère de Naples. Le sud de l'Italie était alors contrôlé par l'Espagne. À Naples, Campanella participa à un complot pour combattre et bouter dehors ses envahisseurs. Son but était d'établir une république indépendante, fondée sur ses propres utopies. Les chefs de l'Inquisition italienne, d'accord avec leurs collègues espagnols, l'emprisonnèrent à nouveau. Cette fois, ils le torturèrent pour lui extorquer la vraie nature de ses croyances. Il fut soumis à l'infâme velia, supplice consistant à être suspendu par les bras à quelques centimètres d'un siège couvert de clous. La position était impossible à tenir. Au bout d'un moment, la victime s'asseyait sur les clous qui lui déchiraient les chairs. Toutefois, au cours de ces années, Campanella en apprit long sur le pouvoir. Face à la menace d'une condamnation à mort pour hérésie, il changea de stratégie. Il ne renonça pas à ses convictions, mais il apprit qu'il devait sauver les apparences. Pour avoir la vie sauve, Campanella feignit alors la folie. Les tortures continuèrent un moment pour s'assurer que sa déraison n'était pas feinte, et en 1603, il fut condamné à la prison à vie. Il passa les 4 premières années de cette peine enchaîné à un mur dans le cachot souterrain d'un donjon. Malgré de telles conditions d'existence, il continua à écrire, sans pour autant exprimer directement ses idées. L'une des œuvres de Campanella, de la monarchie hispanique, exprime l'idée que l'Espagne avait la mission divine d'étendre son pouvoir sur le monde. Il proposait au roi espagnol des conseils à la manière de Machiavel pour atteindre ce but. Malgré l'admiration de Campanella pour Machiavel, son livre exprime des idées totalement à l'opposé de son modèle. De la monarchie hispanique,
était en réalité un stratagème pour prouver sa conversion au catholicisme le plus rigoureux. L'ouvrage recueillit un franc succès. En 1626, 6 ans après sa publication, le pape ordonna la libération de Campanella. Peu après avoir regagné sa liberté, Campanella écrivit « L'athéisme triomphant », où il attaquait les libres penseurs, machiavéliens, calvinistes et autres hérétiques de tout poil. Le livre se présente sous la forme de dialogues où ceux-ci expriment leurs croyances, lesquelles sont contredites par les arguments supérieurs du catholicisme. Campanella s'était converti, son livre le prouvait. Jusqu'à quel point? Les arguments mis dans la bouche des hérétiques n'avaient jamais été exprimés avec autant de verve et de fraîcheur. En faisant semblant de ne présenter leur point de vue que pour les rabaisser, Campanella reprenait son combat contre le catholicisme avec une folle passion. Il ne citait du côté catholique que des clichés rebattus et des vérités convenues, diluées en discours interminables, soporifiques et filandreux, tandis que les arguments hérétiques, concis, convaincants, semblaient, eux, cohérents et sincères. Les catholiques trouvèrent l'ouvrage dérangeant et ambigu, mais ils ne pouvaient crier à l'hérésie. Sa défense du catholicisme, après tout, utilisait les arguments dont ils se servaient eux-mêmes. En quelques années, l'athéisme triomphant devint le livre de chevet des athées, machiavéliens et libertins qui se servirent de Campanella pour défendre leurs idées progressistes. En cachant sous une façade conformiste l'expression de ses véritables croyances, Campanella prouva qu'il avait compris la leçon. Interprétation. Soumis à de terribles persécutions, Campanella définit une stratégie en 3 temps qui lui sauva la vie, le fit sortir de prison et lui permit de continuer à exprimer ses croyances. D'abord, il feignit la folie, manière médiévale de nier toute responsabilité de ses actions, l'équivalent de rejeter la faute sur ses parents aujourd'hui. Ensuite, il écrivit un livre qui prenait le contre-pied exact de ses propres croyances. Finalement, le plus malin, il déguisa ses idées, non sans les exposer clairement. C'est une astuce ancienne mais très efficace. On prétend être en désaccord avec des idées séditieuses, mais en exprimant ce désaccord, on exprime et on publie ses idées. On semble rentrer dans le rang, mais les initiés saisissent l'ironie. On ne court aucun risque. Au sein d'une société, il est inévitable que certaines valeurs et coutumes perdent tout lien avec leur motivation de départ et deviennent contraignantes. Et il y en aura toujours pour se rebeller contre cette oppression, nourrissant des idées en avance sur leur temps. Toutefois, comme Campanella fut obligé de le réaliser, il ne sert à rien de clamer ses opinions si elles ne vous valent que souffrance et persécution. Le martyre ne sert à rien. Plutôt vivre dans un monde mal fait et y prospérer, en guettant l'occasion d'exprimer ses idées subtilement à ceux qui les comprennent. À donner des perles aux cochons, on ne récolte que des ennuis. Pendant longtemps, je n'ai pas dit ce que je croyais, et je ne crois toujours pas ce que je dis. Et si parfois, effectivement, il m'arrive de dire la vérité, je la cache au milieu de tant de mensonges qu'elle est impossible à trouver. Nicolas Machiavel. Lettre à Francesco Guicciardini, 17 mai 1521. Les clés du pouvoir. Tout le monde ment et cache ses émotions. Il est impossible de s'exprimer librement en société. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons la bienséance. Il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et veiller à ne pas les heurter. Cela devient une seconde nature. Il est inutile de remettre en cause ce qui est politiquement, historiquement, biologiquement correct. On peut penser ce qu'on veut, mais il faut porter un masque. Certains considèrent une telle contrainte comme une intolérable atteinte à leur liberté. Ils ressentent le besoin de prouver la supériorité de leurs valeurs et de leurs croyances. En général, ils ne convainquent pas grand monde, mais en choquent beaucoup. Leurs arguments sont inefficaces
parce que la plupart des gens adhèrent a priori à des opinions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi. Ces repères n'en ont pas moins pour eux une forte valeur affective. On s'attache à ces habitudes, et lorsqu'on les sent remises en cause, directement ou indirectement, on devient agressif. Les personnes sages et intelligentes ont vite appris qu'elles pouvaient fort bien afficher des idées et un comportement conventionnel sans avoir à y croire. L'intérêt de se fondre dans la masse est qu'on peut penser ce qu'on veut. Rien n'empêche d'exprimer ses opinions en privé à des amis de confiance sans risquer l'ostracisme. Une fois en position de force, on peut tenter de convaincre un cercle plus large de relations, indirectement peut-être, en se servant des méthodes de Campanella, l'ironie et l'insinuation. À la fin du XIVe siècle, les Espagnols se livrèrent à des persécutions massives contre les Juifs. Ils en tuèrent des milliers et chassèrent les autres du pays. Ceux qui restèrent en Espagne furent obligés de se convertir. Pourtant, au cours des 3 siècles suivants, les Espagnols remarquèrent un phénomène fort contrariant. Beaucoup de convertis se comportaient exactement comme les catholiques, mais se débrouillaient pour garder leurs croyances juives et pratiquer leur religion en privé. Ces marranos, porcs en espagnol, avaient beau occuper des postes importants au gouvernement, être mariés dans la noblesse et donner toutes les apparences de la piété catholique, ils demeuraient bel et bien des juifs pratiquants. L'Inquisition espagnole fut spécifiquement mise sur pied pour les démasquer. Ils avaient maîtrisé l'art de la dissimulation, exposaient mous crucifix, donnaient généreusement aux églises et allaient même jusqu'à lâcher des remarques antisémites, mais ils avaient conservé leur liberté de penser et leur foi. Les marranos savaient qu'en société, seules les apparences comptent. Cela reste vrai aujourd'hui. La stratégie est simple. Comme Campanella le fit en écrivant l'athéisme triomphant, affichez votre normalité. Soyez le fervent avocat du politiquement correct. Si vous vous conformez en public à ces apparences conventionnelles, rares seront ceux qui imagineront que vous pensez différemment en privé. Ne soyez pas assez stupide pour croire que la vieille doxa n'est plus d'actualité. Jonas Salk, par exemple, pensait que la science était au-dessus de la politique et des usages. Quand il découvrit en 1954 le vaccin contre la poliomyélite, il viola toutes les règles. Il publia sa découverte avant de l'avoir soumise à la communauté scientifique, s'en appropria le mérite sans reconnaître les travaux de ses précurseurs et devint une vedette. Le public l'encensa, mais les scientifiques l'exclurent. Ce manque de respect pour les usages de son propre milieu le mit à l'index, et il gaspilla des années à essayer de colmater la brèche, privé qu'il était de tout financement et de toute collaboration avec ses collègues. Aux États-Unis, Bertolt Brecht subit une forme moderne d'inquisition en 1957 à travers la commission d'enquête sur les activités anti-américaines, ce qu'il géra avec beaucoup de ruse. Alors que les autres intellectuels, suspects de sympathie communiste, mettaient un point d'honneur à nier aussi agressivement que possible, pour mettre l'opinion publique de leur côté, Brecht, communiste convaincu et militant, joua le jeu inverse. Il répondit aux questions par des généralités ambiguës, impossibles à interpréter. On peut parler de stratégie Campanella. En fin de compte, il séduisit ses inquisiteurs qui le laissèrent en liberté. Brecht partit ensuite pour l'Allemagne de l'Est, où il eut affaire à une autre sorte d'inquisition. Les communistes au pouvoir critiquaient ses pièces, selon eux décadentes et pessimistes. Il ne chercha pas à se défendre et apporta quelques changements au script de ses pièces lorsqu'elles étaient jouées, pour les faire taire. Il se débrouilla cependant pour que les textes publiés le soient dans leur version intégrale. Son apparent conformisme lui donna dans les 2 cas la liberté de travailler sans entrave, tout en gardant sa liberté de penser. Finalement, il ne fut inquiété nulle part malgré les dangers de l'époque. Il se révéla plus fort que toutes les forces de répression. Les personnes de pouvoir non seulement évitent de reproduire les erreurs de Pausanias et de Salk,
mais apprennent aussi à se fondre dans la masse. Ce fut l'astuce de nombreux escrocs et d'hommes politiques au long de l'histoire. Des hommes d'État tels que Jules César et Franklin D. Roosevelt faisaient violence à leur naturel aristocratique pour cultiver une certaine familiarité avec le citoyen de base. Ils exprimaient par de petits gestes, souvent symboliques, leur partage des valeurs démocratiques avec le peuple, malgré la supériorité de leur position. Le prolongement logique de cette pratique est l'inestimable talent d'être qui l'on veut en face de n'importe qui. Lorsque vous êtes en société, laissez vos opinions au vestiaire et choisissez le masque qui convient le mieux au groupe auquel vous êtes mêlé. Bismarck joue à ce jeu avec succès pendant des années. Certains comprirent vaguement sa manœuvre, mais pas assez pour en mesurer l'importance. Les gens gobent ce que vous dites parce que cela les flatte de constater que vous partagez leurs idées. Si vous êtes prudent, ils ne vous traiteront pas d'hypocrite. Comment le pourraient-ils, puisque vous ne leur montrez pas votre vrai visage? Ils ne vous reprocheront pas non plus de manquer de valeur. Bien sûr que vous en avez. En l'occurrence, celle que vous partagez avec eux lorsque vous êtes en leur compagnie. Image, le mouton noir. Le troupeau exclut le mouton noir, car il semble ne pas être des leurs. Alors il s'écarte, reste à la traîne et devient la proie des loups. Restez parmi vos semblables. Le troupeau offre la sécurité du grand nombre. Gardez pour vous vos différences. Ne les affichez pas par la couleur de votre toison. Autorité. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Matthieu, chapitre 7, verset 6, traduction œcuménique de la Bible. A contrario. Le seul moment où cela vaut la peine de vous démarquer est lorsque vous êtes déjà sorti du lot. Lorsque vous avez atteint une position de pouvoir indiscutable, vous pouvez jouer de votre différence comme d'un signe de distance entre vous et les autres. Quand il était président des États-Unis, Lyndon Johnson tenait parfois des réunions assis sur les toilettes. Comme personne ne pouvait ou ne voulait réclamer un tel privilège, Johnson montrait qu'il n'avait pas à respecter le protocole et les conventions de tout le monde. De même l'empereur romain Caligula. Il recevait d'importants visiteurs en déshabillé de femme ou en peignoir de bain. Il alla jusqu'à faire élire son cheval consul. Mais cela se retourna quand même contre lui. Le peuple haïssait Caligula et cela entraîna sa chute. En vérité, même lorsque l'on atteint les plus hauts sommets du pouvoir, mieux vaut feindre la banalité, car on peut avoir besoin, un jour, de soutien populaire. Il y a néanmoins toujours une place pour le fou du roi qui défie les usages et se moque des travers de la société. Oscar Wilde, par exemple, construisit ainsi son pouvoir. Il affichait clairement son dédain de la banalité, et lorsqu'il faisait des lectures publiques de ses œuvres, non seulement son public s'attendait à être insulté, mais il en redemandait. À signaler tout de même que ce rôle d'excentrique lui fut fatal. Même s'il avait mieux fini, n'oublions pas qu'il avait un génie hors du commun. Sans ce don d'amuser et de ravir, son ironie n'aurait fait qu'agacer.